Mesdames et messieurs, chers amis, en vous remerciant de l'honneur que vous me faites d'inaugurer vos travaux, je souhaiterais vous parler ce matin d'une affinité que je ressens profondément. L'affinité entre trois figures, le traducteur, l'étranger et l'écrivain. Affinité entre trois expériences, la traduction, l'étrangeté et l'écriture. Figures et expériences dans lesquelles j'ai pu à mon tour modestement m'aventurer. Mais d'abord, je voudrais dire un grand merci à la Bibliothèque nationale de France de nous réunir pour ce grand sommet international du livre avec les deux axes qu'on vient de mentionner, la traduction et le numérique, et m'associer aussi à l'hommage qui vient d'être rendu à mon amie Jacqueline Risset, que vous connaissez sans doute beaucoup d'entre vous, qui nous a quittés récemment, grande traductrice de la Divine Comédie en français, poète, essayiste, dont l'œuvre illumine notre temps, me semble-t-il, et vous serez d'accord, j'espère, avec moi pour acquiescer à cet hommage, et qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit de ce forum. Et merci très particulièrement à la directeure de la bibliothèque, Bruno Racine, de son accueil. C'est à vous, cher Bruno, à votre mission de président de la BNF, attentif à cet art spécifique qu'est la traduction, ainsi qu'à ses enjeux politiques et éthiques, mais aussi à l'écrivain que vous êtes, que je voudrais dédier cette approche forcément fragmentaire et personnelle de la traduction que je propose à notre Assemblée ce matin. Et je suis heureuse de constater que ce que vous avez dit de vous ce matin résonne avec mon souci de vous dédier ces réflexions sur la traduction, l'étrangeté et l'écriture. Donc, dans le flux de la globalisation, votre profession du livre, traduction numérique, votre profession ou votre vocation, mesdames et messieurs, ne se banalise pas. Il me semble qu'au contraire, elle se généralise et elle s'universalise. Pourquoi? Parce qu'en traversant les frontières des identités nationales, religieuses, sexuelles, nous nous découvrons, comme j'ai pu le dire dans un de mes livres, étrangers à nous-mêmes. Et de ce fait, nous devenons tous des traducteurs qui se risquent à habiter quand ils ne créent pas de nouveaux langages. Et si c'était le seul antidote à cette nouvelle variante du mal qu'est la banalisation des esprits, des codes de communication, mais peut-être aussi banalisation de l'espèce humaine elle-même. Une banalisation qui nous menace sous les avantages incontestables dont on parlera plus tard, de la mondialisation et de l'hyperconnexion. La traduction, donc, comme garde-fou contre le mal de la banalité. Ainsi donc, l'étranger, l'écrivain, le traducteur. Qu'est-ce que l'étranger? Immédiatement, mais aussi fondamentalement, l'étranger se distingue de celui qui ne l'est pas parce qu'il parle une autre langue. Et c'est de l'amour de l'autre langue que je voudrais vous parler. À y regarder de près, le fait de parler une autre langue est moins banal qu'il n'y paraît. Il révèle un destin exorbitant, qui est une tragédie tout autant qu'une élection. Tragédie parce que l'être humain, étant un être parlant, parle naturellement la langue des siens, langue maternelle, langue de son groupe, langue nationale. Changer donc de langue équivaut à perdre cette naturalité, à la trahir, ou du moins à la traduire. Traduction, trahison, on l'a souvent dit. L'étranger, donc, est essentiellement un traducteur. Il peut parvenir à se fondre parfaitement dans la langue d'accueil, sans pour autant oublier la langue source, ou en l'habitant partiellement.
Le plus souvent, cependant, il est perçu comme étranger précisément parce que sa traduction, quelque parfaite qu'elle soit, trahit une mélodie ou une mentalité qui ne s'ajuste pas tout à fait avec l'identité de l'accueillant. Curieuse, amusante, excitante, cette trace, légère parfois, trace halogène, irrite les autochtones. En voilà une autre langue, se disent-ils. C'est bien un traducteur qui s'exprime là. Il n'est pas des nôtres. Il n'en est pas. Que veut-il de nous? On n'en veut pas. Ce raisonnement ne s'accomplit pas toujours jusqu'à son terme, heureusement. Mais il est sous-jacent aux attitudes les plus tolérantes et en temps de crise, il ne manque pas de produire les pires effets dont sont capables les humains, c'est-à-dire la chasse à l'homme et à la femme, évidemment, et le meurtre. Cependant, le traducteur, intrinsèquement meurtri dans ce contexte et qui savoure avec désolation sa position frontalière, le traducteur sait bien que la suspicion qu'il déclenche est aussi son salut. S'il a quitté la source de la langue maternelle, c'est aussi parce qu'une nécessité ou un choix l'ont irrémédiablement poussé vers la langue cible de ses hôtes. Objet d'amour lucide et néanmoins passionnel, la nouvelle langue lui est prétexte à renaissance, nouvelle identité, nouvel espoir. Le traducteur aspire à l'assimiler absolument, cette nouvelle identité, cette nouvelle langue, ce nouvel espoir, tout en lui insufflant plus ou moins inconsciemment les rythmes archaïques et les bases pulsionnelles de son idiome natal. Dès lors, esprit dédoublé, il ne peut vivre qu'en aiguisant son esprit critique. À partir de cette brèche, l'ancien comme le nouveau, la famille originaire comme la nouvelle communauté, lui paraissent aussi attachants que problématiques. Le traducteur est un questionneur, un questionnement inconsolable, une inquiétude jamais éteinte. A-t-on trouvé meilleure élection que la lucidité insomniaque du traducteur? Cette ambiguïté structurelle que je suis en train d'ausculter ne compte pas avec les besoins identitaires des groupes. De fait, quel est l'indice ultime d'une identité groupale? On a pu distinguer des nations qui définissent leur identité à partir de leur appartenance au sol, d'autres à partir de leur appartenance au sang. La plupart, cependant, par-delà ou avec le sol et le sang, enracinent leur image identitaire dans la langue. Cela est particulièrement vrai pour la France. L'histoire de la monarchie et de la République, que Bruno Racine évoquait tout à l'heure, de leur culture administrative, de leur code verbal, de leurs institutions rhétoriques et éducatives, a conduit à une fusion sans précédent, me semble-t-il, entre le fait national et le fait linguistique. Prenons les choses concrètement. Supposons que je sois ce traducteur. Je n'ai pas perdu ma langue maternelle. Elle refait surface de plus en plus difficilement, je l'avoue, en rêve, le bulgare. Et ce n'est pas le français qui me vient à l'aide quand je suis en panne dans un code artificiel. Pas plus que si fatigué, je sèche sur mes additions et multiplications, mais bien le bulgare, pour me signifier que je n'ai pas perdu les commencements. Et pourtant, le bulgare est déjà pour moi une langue presque morte. C'est dire qu'une partie de moi s'est lentement éteinte au fur et à mesure que j'apprenais le français chez les dominicaines d'abord, puis à l'Alliance française, puis à l'université. Et qu'enfin, l'exil a cadavérisé cette vieille chair natale pour lui substituer un autre code, une autre langue, d'abord fragile et artificielle, ensuite de plus en plus indispensable, et maintenant la seule vivante, le seul vivant des idiomes, le français. Je suis presque prête à croire au mythe de la résurrection,
quand je sculpte cet état bifide de mon esprit et de mon corps. Je n'ai pas fait le deuil de la langue infantile, au sens où un deuil accompli serait un détachement, une cicatrice, voire un oubli. Mais par-dessus cette crypte enfouie, sur ce réservoir stagnant qui croupit et se délite, j'ai bâti une nouvelle demeure que j'habite et qui m'habite, et dans laquelle se déroule ce qu'on pourrait appeler, non sans prétention évidemment, la vraie vie de l'esprit et de la chair, le français. Et la souffrance dans ce beau programme, demanderez-vous, parce que j'ai dit que la traduction, ce côté bifide entre deux langues est aussi une élection, mais aussi une souffrance. J'entends la question, et ma réponse n'est qu'à demi fourbie. Il y a du matricide dans l'abandon d'une langue natale. Et si j'ai souffert de perdre cette ruche trace, le miel de mes rêves, ce n'est pas sans le plaisir d'une vengeance, certes, mais surtout ce n'est pas sans le plaisir de la recherche. Une recherche se sachant chercher et d'un exil qui essaye de s'exiler aussi des certitudes exilaires, de son insolence exilaire qui existe aussi. Dans ce deuil infini où la langue et le corps ressuscitent dans le battement d'un français greffé, je sculpte le cadavre toujours chaud de ma mémoire maternelle, à la lisière des mots, musique et pulsion, au croisement du sens et de la biologie, que mon imagination a la chance de faire exister maintenant en français, la souffrance me revient, Bulgarie ma souffrance. Je dialogue donc avec la Bulgarie dans cette expérience de l'autre langue, mais j'entends bien qu'il y a France dans souffrance. De fait, mon dialogue s'adresse autant, sinon davantage, à la langue choisie qu'à la langue donnée de naissance. J'aime le français, la frappe latine du concept, l'obligation de choisir pour tracer la chute classique de l'argument, cette impossibilité en français de tergiverser avec le jugement, un jugement qui s'avère en français, me semble-t-il, plus politique en fait que moral. Les ellipses aussi, que je trouve dans Mallarmé, tant de contractions dans l'apparente blancheur d'un contenu insignifiant. Tout ça confère à chaque mot la densité du diamant et la surprise d'un coup de dé. C'est ainsi que j'entends cette perfection du français compact, précis et jugeant. Et je me suis à tel point transférée dans cette autre langue, que je parle depuis 50 ans déjà, que je suis presque prête à croire ces Américains qui m'accueillent dans leurs universités et qui me prennent pour une écrivaine et intellectuelle française. Et pourtant, il m'arrive, quand je reviens en France, d'un voyage à l'Est, à l'Ouest, au Nord et au Sud, de ne pas me reconnaître dans ces discours français qui tournent le dos au mal, à la misère du monde, et exaltent la tradition de la désinvolture quand ce n'est pas celle du nationalisme, pour tout remède contre notre siècle qui, hélas, n'est plus ni le grand siècle, ni celui de Voltaire, Diderot, Rousseau. Si je devais résumer, je dirais qu'en définitive, et malgré tout, je m'accorde au français autre langue parce qu'un des grands écrivains français, que nous aimons beaucoup avec Bruno Racine, peut-être le plus grand du XXe siècle, était un traducteur. Je pense naturellement à Proust. Cet homme tourmenté, ce demi-juif, cet homosexuel, qui ne voulait pas en être, ni des juifs, ni des Français, ni des homosexuels, mais toujours à la marge, dans une sorte de vigilance, inquiétante étrangeté, qui s'interroge sur toute identité, ne veut pas en faire un culte, ni même une militance. Il s'était choisi une seule patrie, l'écriture comme traduction. La métaphore de la traduction émaille le texte de la recherche du temps perdu. Et l'auteur se définit lui-même comme, je le cite, « ce livre essentiel, le seul livre vrai qu'un grand écrivain n'a pas, dans le sens courant, à inventer, puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire,
le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur, traduire le livre qui est en nous. Ce que l'écrivain, donc, et l'étranger, le traducteur, transfère dans la langue de sa communauté, ce n'est pas, à proprement parler, un autre idiome déjà fait, une autre langue déjà faite, tel l'anglais par exemple ou le bulgare pour moi. Ce que l'écrivain transfère, c'est la langue, entre guillemets, singulière de sa mémoire involontaire et de ses sensations. Est-ce l'inconscient personnel, non communautaire, irréductible, cette espèce de secret qui nous habite chacun, nos pulsions, nos passions, notre sexualité innommable? Cette langue sensible n'est pas seulement donc une langue de signes. En traduisant cette langue des sens sensibles, nous sommes en contact avec une langue entre guillemets, un chaos et un ordre de battements, d'impressions, de douleur et d'extase aux frontières de l'innommable, aux frontières de la biologie. Cette langue-là est la véritable étrangeté, plus étrangère que tout idiome déjà constitué, que l'écrivain espère formuler. Je lui dis aussi parce que cette langue-là habite le traducteur quand il est entre deux idiomes et quand il cherche à dire la vérité du sens. J'ai filé tout au long donc, de cette conférence jusqu'à présent la métaphore de l'étranger comme traducteur et comme écrivain. J'inverse maintenant le mouvement pour vous faire apprécier le rôle de l'écrivain qui, dans une autre langue, traduit une étrangeté sensorielle, rebelle. Traducteur en ce sens, l'écrivain est radicalement autre. Il est l'étranger le plus scandaleux qui essaye de partager son scandale, son étrangeté, de nous contaminer avec son étrangeté. Proust le savait. Écoutons-le et surtout pensons, en l'écoutant, au travail que vous faites, vous traducteurs. Écoutons-le. Préalable à traduire, dit-il, c'est déchiffrer qui s'impose d'abord. Déchiffrement d'une, je cite, vérité qu'on n'aperçoit pas, mais que nous sentons à l'intérieur et dont la jouissance ne peut s'atteindre qu'à condition de la créer, sentir et créer, dans le sous-sol de la traduction. Tout ça a été entrevu, pour ceux qui connaissent Proust ici, et vous êtes nombreux, dans la bibliothèque des Guermantes. Cette vérité a déchiffré les sens avant de les traduire est déjà annoncée dans le Contre Sainte-Beuve comme une osmose entre la langue maternelle, je reviens à ce que disait Bruno Racine tout à l'heure, et notre sensibilité, langue maternelle et notre sensibilité, et prend l'aspect baudelairien d'un parfum de la terre natale. Voilà ce que dit le texte de Sainte-Beuve, je le cite. Les symbolistes seront sans doute les premiers à nous accorder que ce que chaque mot garde dans sa figure ou dans son harmonie, du charme de son origine et de la grandeur de son passé, c'est donc adhérence des mots à notre passé et à notre sensorialité maternelle, a sur notre imagination, sur notre sensibilité, une puissance d'évocation au moins aussi grande que sa puissance de stricte signification. Ce sont ces affinités anciennes et mystérieuses entre notre langage maternel et notre sensibilité qui, au lieu d'un langage conventionnel, comme sont les langues étrangères, en font une sorte de musique latente que le poète peut faire résonner en nous avec une douceur incomparable. Il rajeunit un mot en le prenant dans une vieille acception. Il réveille entre deux images disjointes des harmonies oubliées. À tout moment, il nous fait respirer avec délice le parfum de la terre natale. Fin de citation. Proust prend donc soin, plus tard, d'insister sur le fait que ce déchiffrement de la mémoire involontaire n'est pas une opération intellectuelle et ne relève pas des vérités d'intelligence, dit-il, mais d'une impression et d'un effort personnel.
je cite encore, « Les vérités que l'intelligence saisit directement à claire-voie dans le monde de la pleine lumière ont quelque chose de moins profond, de moins nécessaire que celle de la vie qui nous saisit malgré nous et qui nous est communiquée en une impression. Ce que nous n'avons pas eu à déchiffrer, à éclaircir par notre effort personnel, ce qui était clair avant nous n'est pas à nous. » Donc il y a un clivage entre nous et nous quand nous traduisons le moi profond dans une langue intellectuelle. Traducteurs donc, nous sommes confrontés à une profondeur du psychisme distincte du moi extérieur et superficiel et que Proust appelle une région intermédiaire, matérielle cependant, lovée dans le corps, et que la pensée, comme une sonde, se propose de conduire à la lumière, de la traduire. Je promène donc de nouveau ma pensée dans mon cerveau comme une sonde. Je cherche le point précis de l'image où j'ai senti quelque chose, jusqu'à ce que j'ai trouvé ma pensée s'est heurtée à quelque chose qui l'arrêtait à un peu de matière, je veux dire la pensée encore inconnue de moi, que j'essaye de réincarner dans la nouvelle langue dans laquelle je la traduis. Vous sentez comment cette sonde traductrice qui habite le traducteur situe l'expérience de l'écriture par étapes. Il s'agit d'une expérience dans laquelle, à part cette sonde qui me plonge dans le sensible, je ne peux pas éviter la question des brouillons, une étape intermédiaire où je tâtonne, je cherche, qui fait partie de cette étape intermédiaire entre le senti et la nouvelle traduction que je vais proposer. Cette question des brouillons est aussi chère à la mémoire de la BNF et de Brunner-Lessing. En effet, s'il existe un sens innommé et peut-être innommable, comment parvient-il à se traduire en signification verbalisée, partageable et publiée, sinon en passant par les tâtonnements avant de trouver le mot exact? Vous voyez que la traduction qui touche de l'innommable par l'intermédiaire jusqu'au définitif s'arroge la dignité de nous situer au cœur des réflexions philosophiques les plus ardues, de la phénoménologie, de la psychanalyse, sinon de la théologie. Trop longtemps, un certain nombre de chercheurs, comme Roman Jakobson, comme Roland Barthes, comme Julia Kristeva elle-même, ont soutenu contre les salons, contre les idéologies et les communicants de tous ordres qui s'appropriaient la littérature, que la littérature n'était pas un décor à communiquer, que c'était un texte. Cette élévation de la littérature au niveau du texte et de sa complexité rhétorique fut une opération salvatrice et cependant limitée. Les brouillons peuvent lever justement le voile sur ce qui se passe avant le texte, c'est-à-dire sur l'expérience sous-jacente au texte. Proust et l'expérience littéraire, cela veut dire reconstituer l'expérience dans le texte. C'est un appel à la raison, à l'imaginaire aussi, et à l'inconscient du lecteur. Je dis le mot « expérience » et en m'adressant aux plurilinguistes, multilinguistes que vous êtes, je rappelle les deux mots allemands pour dire « expérience », « Erlebnis » et « Erfahrung ». Dans la tradition religieuse, herméneutique et philosophique, l'expérience a ces deux sens. L'expérience qui jaillit dans la rencontre avec un nouvel objet, l'expérience à ce moment-là est une saisie immédiate, surgissement, fulgurance, c'est l'Erlebnis, et j'en parlais tout à l'heure en vous poussant vers votre fort intérieur encore innommable, vos sensations, ce bouillonnement imprécis de tâtonnement. Mais l'expérience devient aussi, dans un second temps, une connaissance de ce jaillissement, patient savoir, c'est-à-dire Erfahrung. De l'apparition confuse, l'expérience extrait une vision, un voir, un savoir, un mot, un texte.
Si j'insiste sur cette complexité de l'expérience, c'est parce que les traducteurs, dans le métier du livre, sont peut-être parmi les privilégiés qui peuvent ajouter à la toile de l'hyperconnexion la sonde de l'expérience. Et je vous propose de penser que de ce fait, la traduction nous autorise à prétendre que nous pouvons être les garde-fous contre la banalisation qui se cache derrière les avantages de l'hyperconnexion. Ouverture à l'autre, qui m'exalte ou me déstabilise, l'expérience trouve ses fondements anthropologiques dans mes liens avec l'objet primaire, la mère, pôle archaïque de besoin, de désir, d'amour, mais aussi de répulsion et de séparation. Que nous vivons, que nous puissions vivre cela dans le cosmos, cette expérience, ou dans le Dieu paternel, et l'attrait que montrent certaines renaissances de religieux dans le monde moderne, à l'encontre d'une rationalité qui parfois se schématise, montre qu'il est absolument extraordinairement indispensable de garder dans nos valeurs humanistes cette sonde de l'expérience qui nous associe à la vie psychique comme recommencement permanent entre l'étape du sensible et l'étape de la raison. La maîtrise critique des sons, des couleurs, du langage, le contact avec notre incomplétude narcissique, avec les drames de notre individuation, dans lesquels se logent dépression, hallucination, envie et toutes les grâces et joies que procure la compréhension, les retrouvailles, l'indépendance, tout cela, vous êtes dans les sables mouvantes de cette psyché mourante et renaissante. Je dis donc que la littérature, mais aussi votre expérience, j'y insiste. Proust l'avait croisé en parlant de l'expérience littéraire comme une transsubstantiation. J'appelle littérature donc ce témoignage de l'expérience. Et quand j'écris dans la nuit autre chose que mes textes théoriques, des romans comme Les Samouraïs, Le vieil homme et les loups, Thérèse, mon amour, Possession, etc., je me voyage à travers moi, à travers mes frontières. Une traversée jusqu'au bout de la nuit, car non contente de convertir le temps en langue française et personnages qui me sont étrangers ou proches, mon intimité en moi essaye d'insuffler dans la langue française un autre temps et une autre langue. L'étape donc du brouillon est l'étape seconde de cette alchimie où je me perds et je me retrouve. Et il nous conduit là aussi à au moins deux stratégies. Le brouillon, qui est une mise en langue, comprend, si j'y pense après, deux stratégies. Le choix du mot, où je suis sous le poids, l'impact de la musicalité aussi, et pas seulement du sens. Je trouve le mot qui correspond davantage au senti que le mot étranger, ou sans mot, mon expérience m'avait laissé ausculter. Et puis la construction du phrasé que domine la logique et de nouveau aussi la mémoire musicale. Donc le brouillon est un passage de l'expérience au texte, un intermédiaire, une étape artisanale, un carrefour entre les états de rêverie où s'affaiblit la censure consciente et je suis en contact fulgurant avec mes sensations et mes passions, et puis la raison qui finit par m'asseoir dans la nouvelle langue. Donc, l'écrivain, le traducteur, est-ce que ça veut dire que l'écrivain et le traducteur sont des étrangers? De l'étranger que j'ai défini comme un traducteur, à l'écrivain que j'ai accompagné traduisant l'univers sensible de sa singularité, est-ce que je veux vous faire accepter que nous sommes tous des étrangers? Je sais combien ce cri pathétique de mes amis de la gauche frondeuse parfois et de certaines consciences humanistes
qui a ses raisons d'être parce qu'elle veut lutter contre l'exclusion, ce cri peut paraître aussi démagogique et agaçant. Nous ne sommes pas tous étrangers, pas plus que nous sommes gays ou juifs allemands. Tous les étrangers ne sont pas traducteurs et encore moins écrivains non plus. Et tant d'écrivains ont peut-être non seulement des idéologies de l'identité nationale, nationaliste, voire fasciste, mais très sincèrement et sans ces dérapages, tant d'écrivains se considèrent indissolublement retenus par le cordon ombilical d'une seule langue, la langue nationale, les codes traditionnels. Cependant, beaucoup ne soupçonnent même pas, et c'est à vous, traducteurs, de le leur dire, que ce que Mallarmé appelait la littérature comme mot total, neuf, étranger à la langue, le style comme invention qui renouvelle la langue en la mettant dans les limites de l'étrangeté. Et que la compréhension de la littérature par Proust comme traduction du sensible, loin d'être des exceptions extravagantes, sont l'essence même de l'acte créateur quand il se veut vivant et quand il veut admettre que la vie de l'esprit peut être plus possible quand nous passons d'une langue à l'autre, d'une frontière à l'autre. Je voudrais donc insister néanmoins sur cette parenté intrinsèque et souvent insoupçonnable entre le traducteur, l'étranger et l'écrivain, pour les réunir tous les trois dans une commune et cependant de toujours singulière expérience de traduction. Car si je dis tous les traducteurs, je sais bien que chacun de vous déploie son génie particulier dans chaque création de traduction. Et il n'y aura pas la même traduction par les différents traducteurs. J'irai même plus loin. Si nous n'étions pas tous des traducteurs, si nous ne mettions pas sans cesse à vif l'étrangeté de notre vie intime, par une constante et délicate interrogation des codes stéréotypés qu'on appelle langue nationale, pour les transposer à nouveau dans d'autres signes, aurions-nous une vie psychique? Serions-nous des êtres vivants? Je prétends que s'estranger à nous-mêmes et se faire le passeur de cette étrangeté continuellement retrouvée, n'est-ce pas ainsi que nous combattons non seulement les exclusions, mais aussi nos psychoses latentes, nos dépressions latentes, et réussissons là où la maladie psychique, l'autisme, la psychose échouent, c'est-à-dire nous réussissons à nommer le temps sensible, l'indicible qui nous angoisse. C'est vous dire qu'à mon avis, parler une autre langue, ausculter les différences et les affinités entre les langues, les traduire, c'est tout simplement la condition minimale et première pour être en vie. Merci de vous risquer, vous traducteurs, et ceux qui les encouragez dans le métier du livre, de vous risquer en ce lieu de passerelle entre les langues et le sensible, sans nom, là où naît et se renouvelle la vie psychique. Merci de cette expérience et merci de votre attention.